Alors, bon, ça me touche beaucoup de tracer la vie d'Aaron Appelfeld et surtout de ce que j'ai entendu de lui. Et comme il écrit la mémoire, il a des faits, il y a la mémoire. Donc, né à Tchernovitz, euh, un enfant unique de père et mère de la bourgeoisie juive, déjà de culture germanisante. Et ses grands-parents qui vivaient encore dans une petite bourgade dans les Carpates, dans les montagnes, gardaient encore, c'est les parents de sa maman, gardaient encore la vie traditionnelle juive, et, qui est beaucoup évoquée dans son écriture, tandis que ses parents étaient déjà des juifs assimilés ou qui se voyaient comme européens, comme faisant partie de la culture. Et Tchernovitz était une ville d'une très très grande culture. Aaron toujours parlait de Tchernovitz lorsqu'il a évoqué avec un émerveillement de ce monde qui jadis là-bas, dans lequel une grande partie de la population était juive, avec un Allemand spécial pour Tchernovitz, une ville avec une vivacité de différents courants du judaïsme, de différentes synagogues, de différents courants d'école, parlant beaucoup de langues dans ces croisements de pays de l'Europe de l'Est et beaucoup de mouvements de jeunesse de toutes sortes. Comme on sait, c'est Paul Celan qui est de là-bas, Rosa Oswalander qui est aussi de là-bas. Et on était très fiers de ça. À l'âge de 7 ans, donc il a eu le temps juste d'être un enfant gâté. Il y a ces photos magnifiques comme enfant, habillé comme un petit prince, à côté de son petit cheval en bois. Et, euh, et puis quand la guerre a éclaté, il avait 7 ans. De ce qu'il a écrit, je sais que sa mère a été fusillée. Et lorsque lui et son père n'étaient pas là, donc il attendait les cris de sa mère. Je crois que toute sa vie après, il cherchait sa mère. Et puis lui et son père se sont enfuis, ils étaient dans les ghettos, peu de temps envoyés au camp, déportés au camp. Et puis il est arrivé de sortir, de fuir du camp. Et le reste de la guerre, il a passé un grand moment comme un enfant seul dans la forêt. Il donne des faits, mais il donne surtout des souvenirs qui restaient gravés dans son corps. Comme il dit, c'est le corps qui se souvient, même quand l'oubli s'installe, et un oubli qui était installé après la guerre comme une mode de résistance et de choisir la vie. Mais donc ces années comme un enfant seul dans la forêt, puis après il avait trouvé des abris ici et là, un des abris sur lequel il a puisé beaucoup de douceur et d'écriture, c'était chez une femme dans un village, chez une femme prostituée. Et donc il était là comme un enfant à l'aider pour des travaux manuels. Et puis il ne comprenait pas exactement, mais il sentait. Et puis à un moment, elle avait peur. Et donc elle avait chassé. Il a continué à fuir dans la forêt, à vivre, à survivre comme ça. Et puis je crois que vers la fin de la guerre, il était adopté par un groupe de soldats soviétiques et très féroce, rude, mais en même temps, il parle de cet soin ou ce regard qu'il avait sur cet enfant, parce que les troupes russes avaient l'habitude d'avoir un enfant comme ça avec eux qui les aidait à polir les bottes ou de petits travaux, et puis pour cela, il était protégé, il avait à quoi manger, donc c'était un échange.
À la fin de la guerre, ça on va arriver peut-être plus tard, ça fait déjà partie de ma rencontre d'une histoire qu'il a racontée à ce moment-là, mais là je vais abréger pour revenir peut-être après. À la fin de la guerre, donc il était accueilli par d'autres enfants orphelins. Il croyait à ce moment-là qu'il a perdu la mère et le père. Il était ramassé donc avec un groupe de réfugiés qui se rassemblaient après la guerre. Et puis un peu plus tard par l'organisme sioniste euh, qui, euh, qui rassemblait ces enfants perdus pour les prendre en route vers la Palestine. C'était encore juste dans l'après-guerre. Et là, ça croise l'histoire de ma mère, qui était de l'autre côté, qui a perdu sa famille, et qui était à diriger justement ce mouvement de sauvetage et des réfugiés qui se trouvaient sans rien. Là, ils étaient à un moment sur la côte de l'Italie, puis après sur la côte de Yougoslavie, sur laquelle ils parlent comme un moment de grand éclat de lumière, de soleil, tout d'un coup, après ces années d'obscurité et de peur, mais aussi ce soleil sans merci. Il arrive comme un garçon de 15-16 ans en Palestine encore, et il est dans une école, un internat, dans lequel sa rencontre avec l'État, avant l'État, ses conflits, ce combat, ses rêves, mais aussi la langue hébraïque. Un enfant qui n'a pas fait l'école, donc il galope les étapes. Et puis, dans les livres, l'homme qui n'a pas cessé de dormir, il parle comment il apprend la langue en copiant des chapitres de la Bible, à apprendre une langue qui n'est pas le sien, à mettre de côté ses souvenirs. Il va à l'armée, il fait une partie de la guerre de 48 comme un très jeune homme. Et puis après, il va à l'université et là, il apprend je crois que ses maîtres à l'université étaient pour lui une première manière de reconstituer un monde qui était perdu. Donc la littérature, la pensée juive, qu'il n'a pas arrêté d'étudier depuis, et puis les yiddish, qu'il ne parlait pas avant, mais qu'il a décidé d'apprendre pour s'approprier encore intuitivement. Il commence à écrire de la poésie d'abord. Je crois que quelque chose de cela est toujours resté, cette plume d'un poète. À ce moment-là, il cherche des petits travaux. Il m'a raconté une fois cette histoire extraordinaire, comment un des petits travaux qu'il a trouvé, c'était de apprendre la danse, le tango, le slow, comme ça. Donc il est allé enseigner ça dans des clubs. Alors qui venait dans ces clubs? C'était ces réfugiés qui ont tout perdu, des hommes et des femmes, blessés profondément, mais qui voulaient refaire leur vie. Donc il racontait toujours avec cette extraordinaire façon qu'il avait à imiter corps et voix. Donc il a dit, voilà un homme qui la vie a tellement blessé, qui a son corps complètement raide, et puis une femme qui a mis la rouge à lèvres 3 fois trop parce qu'elle essaye de projeter la joie et la vie. Ils se tiennent l'un l'autre d'une manière complètement raide. Et puis voilà les tangos qu'ils arrivent à danser à peine, mais qu'ils décident qu'il faut vivre. Et moi, ce jeune homme qui essaie de leur dire, voilà le rythme, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà, c'est un de ces petits travaux. Et puis après, donc, il termine l'université, je crois qu'il publie son premier livre qui a eu tout de suite beaucoup d'écho, bien qu'il restait toujours un auteur qui n'est pas de la veine locale, qui amenait des voix d'ailleurs, qui à ce moment-là, dans les années 50, années 60, c'était l'effort de construire un pays. Et puis de tourner la page.
Et lui, intuitivement, ne pouvait pas écrire outre que ces voix qui émergeaient par l'écriture. Il a commencé à écrire donc la poésie, de nouvelles. Puis après, sa plume s'allégeait un peu pour pouvoir des courts romans. Et je crois qu'après, il a trouvé sa voix dans une force de création extraordinaire qui n'a pas arrêté jusqu'à une semaine avant sa mort. Donc un livre après l'autre, travaillait beaucoup dans les cafés. Café de Jérusalem. D'ailleurs, il y a là un album que j'ai feuilleté avant votre arrivée avec les dessins de Meir Appelfeld, son fils, le tableau et puis le récit de Aaron sur le café, les différents cafés de Jérusalem. Et comment dans ces cafés, il trouvait les gens qui venaient parce que chez eux, c'était trop triste. Il y avait dans le mur, dans des pièces vides, résonnaient trop de voix. Donc il venait dans les cafés et là, il retrouvait le Mitteleuropa, le café de Tcheranowitz. Il a dit, voilà, mes personnages étaient là devant moi. Donc lui qui était rescapé, donc jeune, trouvait là d'autres générations et des rencontres et des conversations, ou avec Agnon, ou avec Gershom Scholem, et puis Leib Rochman, et dans tout ce monde qui se réunissait à ce moment-là dans le jeune pays qui était ici et pas ici, avec une fragilité extraordinaire, et qui entrait dans l'imaginaire d'Aaron et dans son écriture, qui était toujours entré ici et là avec la langue hébraïque, mais tellement européen en même temps. Et bien, toujours avec sa signature à lui, sa signature, son rythme, sa voix. Et donc, on a des dizaines de livres traduits dans plus que 30 langues. Il a toujours raconté avec étonnement, au Japon, ils aiment mes livres au Japon. Qu'est-ce qu'ils trouvent au Japon? Mais l'éditeur m'a dit que c'est quelque chose qui est précisément pour les Japonais. Et là qu'est en France, grâce d'autres traducteurs, mais surtout à cette dernière étape de la traduction de Valérie Zenati, l'édition de l'Olivier, était pour lui une joie profonde. Je crois qu'il a trouvé dans la quai en France une sorte de dialogue profond avec une Europe de l'Ouest qu'il ne connaissait pas, ne parlait pas le français, mais en même temps quelque chose qui passait, qui lui a donné une certaine patrie spirituelle retrouvée par cette écoute tout à fait exceptionnelle qu'il a eue en France. Il le sentait. Il le sentait profondément et je crois que ça lui a donné un sentiment, il se sentait toujours très isolé, très seul. Et il restait cet enfant unique, seul dans la forêt, d'une certaine manière timide, pas sûr de lui-même, à côté de très grandes forces de trancher. Et je crois que la quai en France l'avait touché profondément, la qualité de l'écoute et la qualité de la lecture. Et il m'a toujours demandé, quand on s'est rencontrés, on avait cette habitude de se rencontrer une fois par mois, comme ça, on avait toujours, quand il appelait, laissé un message, toujours Aaron Appelfeld, comme si je ne connais pas sa voix depuis le premier son. Il devait dire son prénom, tout son nom, voilà, Michal, comment ça va? Et puis, voilà, on ne s'est pas vu depuis un long moment, 3 semaines. Alors, on avait toujours notre rendez-vous dans le café au centre-ville, Café Ticho, et où j'entrais, il était toujours là parce qu'il passait déjà la matinée à écrire sur ces pages blanches, avec son écriture qui penchait toujours un tout petit peu, les lignes tombaient vers la gauche un peu. Bon, il arrangeait ses papiers et puis il se levait vers moi avec une joie de retrouvailles
qui a fait toujours bondir le cœur avec une chaleur immédiate, toujours une bénédiction, ces rencontres.